Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de La Compte. Que comme vous voyez, je suis dans une belle petite taverne et je vais vous parler de nourriture. Or, pour la nourriture médiévale, un petit détail, je vous attendais sûrement à ce que je vous parle de si c'était nutritif, si c'était bon, si mon mourait de faim. Eh bien, simple, non, je vais plutôt vous décrire de quoi ça pouvait avoir l'air. Puis des petits détails de comment c'était en fait, vu que ultimement, je pense même j'ai d'ailleurs déjà mentionné qu'on mangeait relativement bien à l'époque, mais par contre je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand repas qui serait exact par rapport à ce que c'était à l'époque. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué, les plantes ont évolué différemment, les animaux ont reçu de l'élevage sélectif depuis qui fait qu'ils sont différents, donc il y a des sortes de blés qui sont plus les mêmes et ainsi de suite, donc il n'y a plus grand chose qui sera encore pareil. Donc, pour commencer, c'est dans le vif du sujet, le pain. Alors ce que j'ai, c'est une sorte de repas médiéval relativement standard, du moins de quoi d'assez près, car il arrivait souvent que le pain soit utilisé comme assiette en tant que tel, comme plat, sur lequel on mettait tout, et là, les jus des aliments, la sauce, et ainsi de suite, ça imprégnait le pain, ce qui le rendait plus intéressant, ou pour ceux qui voulaient le manger, ou alors faisait un truc un peu spécial, puis ensuite était donné que ce soit aux chiens, aux pauvres, peu importe. Mais le fait que le pain se perde pas, bon déjà ça fait de la vaisselle en moins, ça fait une utilisation. Mais c'est ça, c'est uniquement une des utilisations du pain parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le pain était fait de plein de manières différentes et a d'ailleurs été pendant des milliers d'années et ce relativement jusqu'à très récemment un des piliers de l'alimentation humaine. Pourquoi? Ben, le blé, c'est relativement facile à faire pousser en grande quantité. Et la farine, ça se conserve quand même assez bien. Donc, pain. Et à l'époque médiévale, le pain était le centre de l'alimentation. Normal, car ça fait beaucoup de calories qui sont faciles et que la farine se conserve bien. D'ailleurs, la conservation des aliments, c'est un truc très important. Ce qui fait qu'il était central dans plusieurs choses. Du pain mangé par lui-même. D'ailleurs, le pain était mangé frais, mais faire des recettes comme du pain doré qui existait déjà à l'époque romaine, ça se faisait aussi. C'était partout. Et c'est pour ça aussi que généralement, les impôts, que ce soit impôts seigneurial, dîmes ou autres, étaient basés sur le blé. C'était un pourcentage du blé qui était chargé dans ces cas-là. Au même site, quand tu avais un four au pain, c'était un pourcentage du blé. Parlant des fours à pain, justement, la plupart des gens sont courants qu'à l'époque médiévale, il y avait des fours à pain. Donc, les gens faisaient pas nécessairement leur pain eux-mêmes. La plupart de la population allait au four, généralement possédé par le seigneur, mais parfois par un entrepreneur privé, des fois par la même personne qui avait le moulin. Des fois, c'était possédé collectivement. Faudra que je revienne sur plusieurs détails dans des épisodes comme justement les coopératives. Mais, pour revenir dans le creux du sujet, les gens allaient dans le four à pain, ils amenaient leur blé, et là, la personne, justement, préparait le pain, le laissait vieillir durant la nuit. Le lendemain matin, durant la journée, le faisait cuire, et là, les gens venaient chercher leur pain. Ils avaient du pain frais, et cette sorte de pratique-là, ultimement, c'est ce qui a donné les boulangeries. C'est juste que les boulangeries ont leur propre blé, puis toi, tu vas là pour acheter du pain, puis t'as plein de variétés de pain au lieu de juste pain fait avec le blé que t'as amené. Et parlant de blé, là, ce que j'ai, c'est une sorte de petit pain brun ancestral à l'ancienne. Et ce qu'il faut que je vous mentionne, c'est que le pain, la façon qu'il était fait, c'est que presque tous les pains étaient un genre de pain brun multigrain, mais bien moulu. Pourquoi? Parce que tous les blés et différentes autres sortes de céréales qui étaient assez près étaient cultivés ensemble. Les monocultures, c'est relativement récent dans l'histoire humaine. Et justement, déjà ça, c'était un tas de blé
tout le blé était cultivé ensemble, était ramassé ensemble. Les blés, c'est au sens large que j'ai. Plusieurs autres céréales étaient faites avec. Il y avait des céréales qui étaient cultivées à part, comme parfois le sec, mais qui était mis avec l'avoine, le froment, et ainsi de suite. Donc, c'était des céréales un peu spéciales. Tout était mis ensemble et avec ça, ça faisait un pain multigrain sensiblement, surtout multiblé, et il faisait cuire ça. Et c'était très nutritif, c'était bon quand même. Ça, c'était pas très sucré, mais en même temps, on a un petit peu une obsession pas très saine pour le sucre de nos jours. Mais eux, s'ils voulaient faire du sucre, ben ils mettaient du miel, des fruits ou des choses du genre. Et d'ailleurs, je parle de pain brun. Du pain blanc, ça existait, mais c'est parce que c'était du pain de froment. Le froment était une céréale spéciale. Et la farine de cette céréale-là permet justement de faire un pain qui est blanc, plus riche. C'était un pain de noble, c'était plus coûteux, c'était plus fancy, considéré comme haut de gamme. Mais ça existait et ça n'a rien à voir avec notre pain blanc qui est dû à la façon dont la farine est faite, avec quoi elle est mélangée et ainsi de suite. Bon, pour la suite, vous voyez, il y a de la laitue, il y a des fraises, il y a des carottes dans mon assiette. Ce qui m'amène à parler des fruits et légumes. Pour la seconde place, face à, parfois même en termes de première place dans certains cas, dans la nourriture des gens, quel aliment est en place allait changer selon la saison et la classe sociale. Mais en général, les légumes avaient quand même une très grande importance. Ben, légumes, je devrais dire fruits et légumes. Et aussi, ça diminuait en hiver, mais ça c'était dû au problème de procuration parce que, n'en déplaise à ce que Hollywood voudrait vous prétendre, les gens préféraient manger frais. D'ailleurs, comme je mentionnais, t'amenais ta farine, le lendemain t'avais ton pain tu l'avais frais. Les légumes, même chose, il y a plusieurs légumes comme des carottes qui peuvent se conserver un certain temps, de la salade beaucoup moins, donc s'il y avait de la salade et ça se mangeait sur le tas rapidement, des légumes racines qui se conservent bien, comme des carottes, des radis, des betteraves. Ça, c'était gardé plus longtemps. Demain, chaque saison a ses légumes de prédilection. Même chose pour les fruits. D'ailleurs, juin, au Québec, en fait, en général, c'est la saison des fraises. Au Québec, c'est bien particulier parce que on aime ça aller faire les cueillir ou les acheter dans des marchés. Bref, il y a la saison des fraises. Ça dure jusqu'à juillet. D'ailleurs, en juillet, il y a les bleuets qui commencent. Éventuellement aussi le blé d'Inde, même si c'est plus la saison du blé d'Inde. Ensuite, en automne, tu as les saisons des courges. Donc, au Québec, on a ces traditions-là de trucs saisonniers, mais à l'époque médiévale, ça existait déjà. C'était, tu cultives tes affaires, puis la période qu'une plante sort, c'est la période que tu la manges. Puis ensuite, si tu peux conserver, ben tant mieux. Et après ça, ben vient l'hiver. L'hiver, tu t'arranges avec ce que tu as réussi à conserver, et ainsi de suite. Oui, il y avait du commerce international, mais c'était pas à l'échelle actuelle qu'on a. D'ailleurs, faut que je mentionne, bon oui, je parlais du Québec et de nos traditions médiévales qu'on a, mais par contre, certaines des plantes qu'on a étaient pas présentes à l'époque. En gros, dans les assiettes de bain des gens, nos jours, des choses qu'il n'y avait pas à l'époque incluaient notamment la patate, la tomate, le cacao, donc le chocolat, et les trois sœurs. Fèves, maïs, courge, qui étaient cultivés ensemble chez les Autochtones. Tout ça, ça date d'Amérique, donc c'est venu après l'époque médiévale. Vu que ça, c'est la Renaissance et la découverte des Amériques, en tout cas, découverte. Oui, les Scandinaves l'avaient trouvé avant, mais par Colomb que et la colonisation, ça date de la Renaissance. En fait, surtout, c'est ça qui marque un des points de passage de l'époque médiévale à la Renaissance. Donc, il n'y avait pas ça. Ça faisait partie du plan de Mancan. Pour ce qui est du sucre, la canne à sucre était connue, mais c'était surtout dans les pays chauds. Donc, les États de la tête d'Orient avaient du sucre. Ils s'en servaient. D'ailleurs, avec leur moulin, ils arrivaient à le modifier pour avoir leur sucre blanc à partir de la canne de façon plus efficace. Et donc, il y avait toute l'époque des croisades, il y avait du commerce entre la Terre Sainte et les cités portuaires. Donc, le sucre était présent, mais c'était plus rare, c'était plus un truc de riche, sauf en Terre Sainte.
reste des plantes, c'était le miel qui faisait la place. Au même titre, même si le café était connu ou le thé dans certains pays chauds, c'était très peu présent en Europe à l'époque. Donc, il manquait quand même un certain nombre de plantes. Et comme je mentionnais, plusieurs des plantes étaient différentes dues à la façon dont elles ont été élevées depuis. Et il faut pas oublier aussi que des plantes sauvages, donc de la forêt, c'était quand même assez commun. Beaucoup de monde en mangeait. Faire un petit tour en forêt, vu que les forêts étaient très présentes. Pas pour les citadins, évidemment, à moins que le dit citadin fasse partie de la cour du roi, mais là, on arrive dans d'autres détails. Mais bref, si les gens le pouvaient aller faire un tour en forêt, ramasser quelques plantes, ça se faisait aussi, ça faisait des compléments de plus. Mais en règle générale, si ça se mangeait, ils trouvaient un moyen de le cuisiner. Et d'ailleurs, parlant de choses que c'est bon, ça se mange, on va y aller avec la viande. La viande. Comme tout le reste, sa proportion dans les plats dépendant entre autres d'où tu vivais et de quelle classe t'étais. Si tu vivais sur le bord de la mer, tu manges d'une rivière pleine de poissons, tu n'aurais pas t'en manger de saucisson, ça aurait surtout été du poisson. Mais saucisson, oui, ça se faisait bien. D'ailleurs, tout ce qui est préparé en mode dans des boyaux, fumé, salé, tout ça a été utilisé pour conserver de la viande. Mais là encore, la viande était préférée fraîche. Dans un marché ou une cité, on t'aurait eu le boucher carrément dans la ville, à son étal, il arrive du marchand de bêtes, il a ses bêtes, t'en choisis une, il te l'abat, il te prépare la viande, il te donne ça. C'était à quel point frais les gens aimaient ça à avoir, ce qui était d'ailleurs un gage aussi de qualité. Et dès qu'ils pouvaient prendre leur viande fraîche, ils le faisaient, mais ça n'empêche pas que il allait la conserver de différentes manières. Tout ce qui est saucisses et compagnie, c'est issu de méthodes de conservation qui datent la plupart du temps, au moins de l'époque médiévale, parfois même d'avant, mais qui ont été peaufinées avec le temps. Sinon, je vais parler de statut. Les animaux qu'on mangeait avaient un statut. Donc, les animaux volants, tout ce qui est oiseaux qui volent, avaient généralement un statut plus élevé que les animaux terrestres, sur certaines exceptions. Les animaux issus de la chasse étaient généralement vus mieux que des animaux issus de l'élevage. Et même là, un cerf, c'était beau, c'était noble, c'était vraiment un truc de noble. Alors que le sanglier, près du cochon, c'était suffisant pour du monde moins noble. D'ailleurs, il y a probablement quelques hybrides, vu que, fait important, plusieurs des animaux étaient élevés de façon semi-sauvage. Par semi-sauvage, prenant l'exemple des cochons, oui, les cochons étaient laissés à prêtre, pour avoir leur petite porcherie, petits abris. Ça, c'est quand ils n'étaient pas dans la maison, parce que oui, petit aparté, les animaux, dans plusieurs pays, étaient conservés à l'intérieur même des maisons, qui servaient aussi donc de granges, ce qui aidait au chauffage. L'odeur n'est peut-être pas terrible, surtout qu'il n'y avait pas nécessairement technique d'aération moderne, mais ça aidait à chauffer puis ça protégeait les animaux du froid. Ça variait selon les endroits, les animaux et ainsi de suite. Et les choses se sont développées avec le temps, mais c'est une pratique qui existait. On va revenir au semi-sauvage, donc plusieurs animaux étaient laissés à prêtre dans le champ jachère. D'ailleurs, les animaux étaient essentiels à l'agriculture vu que leur défécation permettait d'enrichir leur sol. Ils mangeaient des aliments que les humains ne pouvaient pas manger, ce qui permettait de les convertir. Et quand que tu faisais croire ils pouvaient manger des restants que tu manges pas. Donc, si tu prends ton blé, la partie du blé qui est pas nécessairement, qui est pas la céréale, soit ça se mangeait d'une autre manière, soit c'était recyclé pour donner aux animaux ou autres. Donc, ce que les humains mangeaient pas, les animaux le mangeaient, ce qui réduisait les pertes. Des plantes qui servaient à nourrir les animaux prenaient des nutriments différents. Et tout ce que l'humain mange pas, qui est dans la forêt, l'animal généralement le mange assez bien. Donc ton cochon, qui est l'exemple que j'avais pris, oui, il peut être dans ton champ avec tes autres affaires, mais surtout, si les animaux sont assez, les bois autour sont assez sécuritaires, tu le laisses près d'un bois. Puis là encore, un cochon, quand c'est assez gros, ça peut être assez violent. Les sangliers ont beau être omnivores avec une petite tendance végétarienne, ils sont pas éteints malgré les loups. Donc, les cochons avaient quand même quelques capacités à se défendre. Et justement, surtout quand on passe au gros cochon de quelques centaines de kilos. Mais bref, ils se promenaient dans les bois, mangeaient du fourrage d'un bois, que ce soit les fougères ou autres. Ça leur faisait de la nourriture de plus, les engraisser. C'était des choses que les gens n'avaient pas à cultiver. Donc, tout en tout, c'était bien. Surtout, ça aidait au goût. Et ça, c'est un petit détail important.
Ceux qui n'ont jamais eu la chance à goûter de la viande élevée en forêt, donc du chevreuil, du sanglier, peu importe, les animaux sauvages, ils ont une alimentation légèrement différente. L'alimentation, ça affecte le goût de la viande et aussi le goût du lait. D'ailleurs, tu prends un animal laitier, son alimentation d'été et d'hiver va être différente, ça va affecter le goût du fromage. Et je vais revenir, mais pour la viande, c'est la même chose. Et généralement, les viandes sauvages goûtent meilleur. Donc ça, c'est un petit détail qu'on n'a plus beaucoup en ville. La viande goûtait meilleure. Les chasseurs doivent se la péter à faire ha ha ha. Moi, j'ai à telle place, j'ai mon chevreuil. Ça fait de la viande pour toute l'année puis c'est vraiment bon. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, même s'il n'y avait pas de chevreuil, il y avait d'autres affaires sauvages et ça goûtait très bon. Donc ça, c'est une petite chose qu'on a perdue. Et toujours avec le chevreuil, les nobles, c'était ceux qui mangeaient le plus de viande. Pour différentes raisons. Alors, vous avez sûrement tous entendu parler des nobles qui essaient d'interdire la chasse, et ainsi de suite. Ça s'est pas fait immédiatement, c'est un processus. Et même là, il y a plusieurs nuances. Mais effectivement, ils voulaient se garder ce qu'il y avait de meilleur puis se faire des lois. Et les nobles abusaient un peu de la viande. Donc, à l'époque, il y avait des tiens puis plusieurs trucs liés à la santé. Le monde, c'est ben du monde qui écoutait pas ce qu'un prêtre ou un diététicien faisait, ça aurait été un noble. Parce que les autres abusaient de la viande et surtout du gras de la viande. Quand c'était abusif de viande grasse ou de gras de viande et ainsi de suite, éventuellement, tu développes une maladie appelée la goutte. Et ce que la goutte fait, c'est que de l'urée cristallisée qui va se placer à certains endroits, sur les joints, et ça crée d'immenses douleurs. Et ça crée aussi des espèces de petites bosses. Et pour ceux qui ne savaient pas, de l'urée, donc, c'est le produit chimique dans l'urine. Donc, si on voulait vraiment faire humour de bonne grade, il y avait des cristaux de pisse dans certains endroits, puis ça leur faisait mal. Et ça, c'était la maladie de riche de l'époque. Parlant d'être riche, petit dernier détail au sujet de la viande. Côté oiseau, même si, en règle générale, l'idée voudrait qu'un oiseau, ça soit un peu un truc de noble, ça dépendait de l'oiseau, puis généralement un oiseau qui vole pas, c'est plus un truc de paysan, alors qu'un qui vole, c'est plus un truc de noble. Même là, il y a aussi quelques exceptions, mais les pigeonniers, ça c'est une petite anecdote intéressante. D'ailleurs, jusqu'à un certain point, ça se fait encore dans certains pays. Je pense que j'ai vu de quoi par rapport à l'Égypte. Bref, pour les pigeonniers, ce qui se passait, c'est que y a des gens qui se faisaient des tours. Ces tours-là servaient sensiblement de bloc appartement pour les pigeons avec tous les petits nids. Les défécations des pigeons, c'est un excellent fertilisant. Donc, au lieu d'importer un fertilisant chimique de Russie ou peu importe, les gens avaient des pigeonniers et puis pouvaient étendre ça dans leur champ. Le pigeon en tant que tel, éventuellement, ça faisait de la bonne viande. Ils pouvaient pondre des œufs, ce qui faisait des choses de plus. D'ailleurs, les œufs, les animaux qui faisaient des œufs, c'était quand même assez apprécié que ce soit. Et pas juste les poules, même si probablement que chaque famille aurait eu sa poule ou un autre oiseau du genre. Et puis même si le pigeon, c'est pas les plus gros œufs, ça faisait quand même bien. Un beau petit accompagnement, même chose avec la viande. Des petits oiseaux sur le côté avec le reste. Et donc, une bonne façon de se faire de l'argent, si tu pouvais le faire, c'était d'avoir ton pigeonnier. Que là, justement, tu vendais les excréments, tu vendais les œufs, tu vendais la viande. Tu t'en prenais sur le côté. Ça se faisait bien. Donc, c'était le petit aparté pour clore la viande. Et finalement, pour compléter le tout, on vient avec une catégorie haute. Donc, j'avais parlé du miel. Le miel, c'était le sucre principal à l'époque. Vous avez sûrement vu des images d'apiculteurs médiévales. Les abeilles, c'était très important, c'était très bien vu. Le miel, c'est nutritif, mais ça donne aussi du sucre pour le bon petit goût. L'apiculture, ça s'est beaucoup développé. C'était très important. Évidemment, même si tu avais accès à du sucre blanc, donc de canne à sucre, tu prenais quand même des trucs à base de miel. Et d'ailleurs, pour la conservation des fruits, il n'y a rien tel que les mettre en confiture, compote, peu importe. Pour faire ça, généralement, tu utilises aussi du sucre de plus. Bon, oui, les sucres de fruits étaient très utiles, mais le miel, c'est un bon petit atout. Et avec le miel aussi, il faisait de l'hydromel. Que je suis en train de boire du bon petit cidre. Ce qui m'amène à l'alcool. Alors, la plupart des alcools que vous connaissez ont été développés à l'époque médiévale. Donc vous allez me dire, oui, mais le vin, les Romains en étaient friands, c'est que c'était déjà à l'époque.
la bière. L'Égypte ancienne payait avec ça. Oui, le vin, la bière, et ainsi de suite, sont très anciens, mais les méthodes qu'il y avait à l'Antiquité pour les faire, c'était pas les mêmes. Les méthodes de brassage, de distillation, de vieillissement et autres, énormément été développées depuis, ce qui fait que la bière médiévale est passée du pain liquide qu'on connaissait avant à de beaucoup plus près des bières modernes qu'on a. Donc éventuellement, il y a aussi des techniques qui sont arrivées après. Mais tout ça, c'est l'héritier des façons de faire médiévales. Évidemment, le monde a développé de l'alcool avec tout ce qu'il pouvait, parce que l'alcool, si tu as quelque chose d'un peu sucré, c'est un très bon moyen de le conserver. Donc, tous les fruits ont eu le droit à leur ressort d'alcool. Le cidre que je bois, ça a quand même une certaine popularité au Québec, issu de traditions liées aux pommes, de tout venant de Normandie, de Bretagne en France, où ils sont très forts sur le cidre. D'ailleurs, si vous avez suivi la chronologie, techniquement je suis dans un restaurant français, France, Normandie, c'est pas très loin de Paris, et c'est Paris que les trucs le disent. Mais pour venir au point, d'ailleurs, je dois mettre aussi, parce qu'évidemment que le miel, je faisais du miel, que je pense que je l'ai mentionné. Bref, grande variété d'alcool, que c'était surtout les trucs locaux, donc c'est quoi le fruit local? Ok, c'est ça qu'on a beaucoup. On va faire de l'alcool avec. On a beaucoup de raisins, mais on a aussi un certain nombre d'autres mûres ou peu importe. Ok, on va les rajouter dans le vin. Ça va faire nos petits trucs locaux, parce que pas beaucoup de spécialités locales en Europe, on développe. Puis même en disant aussi, ça s'est développé à l'époque. Et par la préservation, vous demandez sûrement c'est quoi le petit fromage que j'ai. Eh bien, c'est un fromage de chèvre et en plus un fromage de lait cru, ce qu'il y a de mieux. À l'époque, tous les fromages, c'était du lait cru. Pourquoi? Parce que la pasteurisation n'était pas encore inventée. Mais certains d'entre vous doivent s'imaginer que, oh mon Dieu, les empoisonnements alimentaires, la maladie. C'était pas super mal. De nos jours, le fromage, le goût dans le fromage vient des bactéries, champignons et ainsi de suite, qui sont dans le lait et le fromage. Le fromage, encore le lait cru et le fromage qui sont issus ont absolument tout, tant les trucs de base que ce qui a été ajouté ensuite, alors que les trucs pasteurisés vont avoir moins de goût dû au fait d'avoir enlevé le tout lors de la pasteurisation. Alors oui, il existe quand même quelques risques, mais ça a toujours été relativement minime. Et de nos jours, de toute façon, tout est tellement contrôlé qu'il n'y en a plus. Ce qui est bien avec le fromage, c'est que comme l'alcool plus ça vieillit, mieux c'est. Et si le lait, ça se conserve pas très bien, ou quand t'as pas de frigidaire, le fromage, ça peut durer longtemps, surtout si t'as des bonnes conditions. Donc justement, le fromage en Europe, quelques autres endroits aussi d'ailleurs, on se le mentira pas, il y a plusieurs endroits qui ont une tradition du fromage. Et à peu près n'importe quel, presque tous les endroits, si ce n'est carrément tous, qui avaient des animaux laitiers, avaient leur tradition de fromage et ou d'autres produits dérivés de lait. Et comme je l'ai dit, ça se conserve bien, c'est délicieux. En plus, le lait de chèvre cru, surtout si on considère que la chèvre est à moitié sauvage ou montagnarde ou peu importe l'endroit où ce que c'est, qu'à prendre le meilleur de l'alimentation possible, tu peux te ramasser avec des trucs qui, même jeunes, sont très excellents. Par contre, quand ton fromage a passé l'hiver à vieillir, puis que tu le sors au printemps, quand tu as plus encore le temps d'avoir une nouvelle culture, tu peux avoir de l'argent en plus. Le goût, moi. Parce que oui, ultimement, pour la nourriture, la pire période, ça reste le début du printemps, quand la nourriture quand tu viens de passer l'hiver, la nourriture a pas encore le temps de pousser. Puis il n'y a plus nécessairement assez frais pour conserver les choses comme en hiver. C'est le pire moment. Bref, je crois qu'on fait le tour. Je vais vous décrire plein de petits aliments. J'irai probablement faire un épisode 2. Mais là, c'était vraiment pour vous donner plein de petits détails. Et là-dessus, je crois que je vais finir mon repas tranquille. Et après ça, l'emplacement du barde a l'air d'être vide. Je pense que je vais aller me faire un petit tour à égayer la galerie. Sur ce, bonne journée et à la prochaine!